Dean, le créateur. Hello les rocks, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre talk. C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que nous vous retrouvons, car ce moment nous permet d'actionner les leviers qui sont chers à la Rock Academy. La croissance des compétences et la stimulation du génie qui bien souvent roupille en chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons chatouiller vos sens, notamment Louis. Louis qui est la paire Dieu de l'esprit et la porte d'accès du cœur. Savoir s'exprimer convenablement, avec emphase et finesse, ou tout simplement pouvoir s'exprimer sans se rendre coupable d'écueils répréhensibles, est un atout certain dans la vie professionnelle. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou d'un stage, que vous soyez un cadre, ou que vous soyez à la tête d'une entreprise ou d'un projet, votre élocution peut faire toute la différence. En effet, en fonction de la qualité de votre message, sur le fond, mais aussi et surtout sur la forme, votre interlocuteur gardera une image vive ou pâle de vous. Comment devenir un bon orateur? Est-ce inné ou peut-on développer cette aptitude? Quel en est son poids dans nos échanges? Comment vaincre la peur de parler en public et éviter de perdre ses moyens dans un moment décisif? Voilà autant d'aspects que nous allons aborder avec notre invité du jour, qui est un champion de la parole. Monsieur Cédric Akerebourou, bonjour. Bonjour Monsieur Ezi. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur notre plateau. Plaisir très largement partagé. Alors, vous êtes économiste et spécialiste en gestion de projet. Oui. Mais vous êtes également membre de Eloquentia Toastmaster Club Cotonou, dont vous êtes d'ailleurs le vice-président en charge des adhésions. Exactement, c'est cela même. On dit de vous que vous êtes un orateur exceptionnel. Alors, est-ce quelque chose d'inné ou est-ce que c'est une compétence que vous avez développée au fil du temps? Merci Monsieur Ezi. Un orateur exceptionnel, c'est beaucoup dire, surtout quand je fais des flashbacks en arrière. Dans mon enfance, j'étais quelqu'un de très timide. Donc, bien plus tard, tout mon entourage était étonné de me voir sur le devant de la scène, chanter, prendre la parole. Mais c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui n'est pas inné, mais qui peut se travailler. Bien sûr, on a des choses innées en nous, comme notre thème vocal. Oui. La taille de nos cordes vocales, par exemple. Chez un homme, c'est entre 17 et 25 mm. Mais chez une femme, c'est moins de 17 mm, entre 12 et 17, ce qui fait qu'elles ont une voix plus fine. Mais on rencontre parfois des femmes qui ont des voix avec rock. beaucoup de basses, Voilà, des voix rock. Exactement. Et l'astuce, c'est de trouver le juste milieu, d'avoir une voix qui est audible. Et donc, je réponds oui, sans embâche. Ce n'est pas forcément inné, mais c'est quelque chose qui peut se travailler à force d'exercice, de pratique. Et c'est cela même que nous faisons à Eloquentia Toastmaster Club de Cotonou. Si c'est une aptitude qui se travaille, ne gaillerions-nous pas à la développer chez les plus jeunes, très tôt, pour être sûr que c'est beaucoup plus simple pour eux avec le temps de devenir, enfin en tout cas d'avoir la chance de devenir de bons orateurs. Moi, plus jeune par exemple, enfin petit, j'ai eu la chance de lire beaucoup de documents divers et de regarder aussi certains dessins animés parce que je dis souvent qu'il y a des activités ludiques qui sont très utiles aussi. Absolument. Moi, ça m'a beaucoup aidé, je le fais avec mes enfants, je le recommande. Mais quels seraient vos conseils, vous, pour aider les parents qui aujourd'hui veulent offrir à leurs enfants la possibilité de s'exprimer, d'exprimer le talent et de travailler l'élocution dès la base? Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est la démonstration à la maison. Il n'y a rien de mieux que d'enseigner par l'exemple. Donc déjà, à la maison, il faut qu'en tant que parent, on s'efforce de parler de façon convenable, d'avoir des paroles qui sont justes et des mots qui sont justes pour que les enfants copient cet exemple. Exactement. Et donc, l'idée des dessins animés aussi, c'est très intéressant. Là, je me rappelle tout de suite de Dragon Ball Z, par exemple. C'est ça. À la fin, mais le narrateur faisait toujours un résumé, mais avec des mots, mais c'était incroyable. percutant. C'était percutant. C'est vrai. Tu as envie d'écouter, de voir l'épisode qui va suivre. Pareil pour les Chevaliers du Zodiaque, où il y avait des adjectifs incroyables. Exact. Et c'était ça à l'époque que on aimait écouter. Mais aujourd'hui, il y a un dessin animé que j'ai banni à la maison, ils vendent des mots incroyables. Sans parler des attitudes. Sans parler des attitudes. Donc là, j'ai banni ça, mes filles, elles ne regardent pas. Donc j'ai switché plutôt sur Ludikids où on apprend vraiment à bien parler. Exactement. Et tout ça. Et donc ça va être ça. Ensuite, bien sûr, moi j'aime bien me baser sur ce qui marche. Étant enfant, on allait beaucoup au CCF, au Centre culturel français. Exactement. Donc la bibliothèque, c'est important dès la base. La lecture. La lecture, voilà. La lecture. Et puis il faut commencer dès petit. Déjà, avant de coucher l'enfant,
il faut lui lire une histoire, lui donner en fait le goût de la lecture et des mots. Parce que tout s'apprend dès la base. Avant 7 ans déjà, il faut commencer. Donc ce seraient mes conseils. Ça, c'est le schéma idéal, bien sûr. C'est le schéma idéal. Nous ne sommes pas en train de dire que si vous n'avez plus 7 ans, vous ne pouvez plus devenir un bon orateur. C'est possible, c'est pour ça que des clubs tels que Toastmasters existent dans plusieurs pays partout, hein, mais oui. partout sur la planète. Mais pour vos enfants, il y a la possibilité de commencer plus jeune et de donner l'exemple. On a parlé de ça, l'exemple et surtout le choix des lectures, des films, des dessins animés. C'est très, très, très important pour préparer l'enfant dans son esprit à ce que c'est l'éloquence. Alors, on remarque que le niveau, de façon générale, baisse. Quand je parle de niveau, c'est le niveau d'expression. Je ne vais pas parler de l'expression écrite parce que là, je pense que l'espoir est pratiquement passé de l'autre côté. Mais même au niveau de l'expression orale, il y a de moins en moins de personnes qui font attention à cet aspect-là. Est-ce que vous pensez que le langage SMS et toute cette ère digitale qui nous apporte beaucoup d'un côté, mais qui a également des revers, est-ce que vous pensez que ça joue? Pourquoi, à votre avis, les gens s'expriment de plus en plus mal? Vous avez fait un très bon constat, oui, les réseaux sociaux, l'avènement des SMS, c'est un peu le revers de la médaille. C'est vrai, ça nous apporte beaucoup d'avantages, on va plus vite, on apprend plus vite. L'information est accessible. Exactement, l'information est accessible, mais après, il y a beaucoup, un accent qui est mis sur l'image. Donc plus de photos, vidéos, mais on n'est plus là à fignoler son langage, à chercher le raffinement dans l'écriture, malheureusement. Mais je pense qu'avec une bonne prise de conscience et un coaching dès la base à la maison, on peut s'en sortir. Moi, par exemple, j'ai décidé, moi aussi j'étais très adepte des abréviations, par exemple. Bah, en 2010, j'ai décidé de s'interdire. Voilà, je me suis dit, bon, là, stop, on arrête. Donc, même sur les réseaux sociaux, je m'efforce, non même pas je m'efforce, je m'impose cette attitude-là de ne plus abréger et de parler un langage plutôt soutenu. C'est important. Donc, en fait, tout est dans l'exercice. Tout est dans l'exercice. Parce que vous donnez déjà des clés. C'est ça, un peu. Et dans la prise de conscience aussi, de se dire, mais non, il y a une norme qui est établie en matière linguistique et il faut s'imposer le respect de ces normes-là. C'est aussi simple que ça. C'est très important. Cela participe de toute façon de l'image que vous véhiculez et de la perception que les gens auront de vous. Donc, on parle beaucoup du vestimentaire, vous avez parlé de l'apparence, c'est important. Mais derrière, lorsque vous ouvrez la bouche, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre ce que l'on voit et ce que l'on entend, parce qu'après tout, c'est quand même le message qui cimente les relations. Et puis, il y a une règle sur laquelle on va peut-être revenir un peu plus tard, c'est la règle des 4 x 20. Et les 20 premiers mots que vous dites sont déterminants pour la suite de tout ce que vous allez dire dans votre discours. Les 20 premiers mots. Les 20 premiers mots, donc c'est rapide. Hein. Retenez-le, peut-être qu'il faut se rédiger un mémo de 20 mots pour les introductions. N'est-ce pas? Mais oui. Alors, d'après les sondages, la troisième peur, c'est assez hallucinant, la troisième peur au sein de nos populations modernes est celle de devenir pauvre. La troisième. La troisième. En deuxième position, on retrouve la peur de prendre l'avion. On ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui ont peur de prendre l'avion. Oui. Et en première place, la phobie de prendre la parole en public. C'est impressionnant. On ne se rend pas compte à quel point les gens ont peur de s'exprimer en public. Même lorsqu'il s'agit d'un groupe de 5 personnes, à un after-work, une petite sortie, et qu'on ne connaît pas les gens qui sont là, on remarque qu'il y a beaucoup de retenue chez certaines personnes. Donc c'est la première peur de notre société moderne. Pourquoi les gens ont autant peur de s'exprimer devant les autres et comment est-ce qu'on peut combattre cela? Alors merci Monsieur Ezi. J'ai découvert ces statistiques-là il y a 1 mois seulement aussi. J'étais vraiment dépassé, c'était hallucinant. Je me dis, mais comment vouloir prendre la parole en public peut être la première peur dans le monde, c'est incroyable. Et je me suis posé les questions, mais pourquoi? Et j'ai eu quelques réponses. Je me dis que c'est parce que c'est d'abord le trac, donc la peur, et pas n'importe quelle peur, la peur de se tromper. La peur d'être mal vu, d'être jugé surtout par ses pairs, c'est ça qui est à la base de cette phobie-là. Et le manque de confiance en soi aussi. Donc, une fois qu'on a établi, qu'on a dressé cette liste de causes-là, on peut maintenant se demander, mais comment avoir confiance en soi, comment vaincre le trac et comment ne plus avoir peur d'être jugé. Alors, généralement, dans la plupart des cas, quand on s'apprête à prendre la parole en public, on a
normalement le thème à l'avance. On sait ce sur quoi on va parler. On sait ce dont on va parler. Sauf pour les concours de dispo improvisés qu'on fait dans Toastmaster. Dont vous êtes d'ailleurs vainqueur. Vous avez récemment gagné, je pense, un concours de discours improvisés. Improvisé, oui. Vous allez nous faire une démonstration, on va vous envoyer en freestyle tout à l'heure. Pourquoi pas. Et donc, dans la vie de tous les jours, normalement, on sait quand même ce qu'on va dire quand on veut prendre la parole. Et donc, pour ne plus avoir peur de prendre la parole, il faut simplement se préparer. La clé, c'est la préparation. Je sais que je vais parler d'efficacité, je fais des recherches, je structure bien ma présentation. C'est ça. Et je m'entraîne. J'ai l'habitude de dire, une fois que je sais ce dont je vais parler, je ne peux pas me planter puisque je ne devrais pas me planter parce que j'ai la possibilité de me préparer assez longtemps et donc je ne devrais pas me planter. A priori, je suis l'expert du moment. C'est ça. Et donc, vous êtes le roi du moment. C'est à vous de mener le débat comme vous voulez, pardon. Et donc, vous ne devez plus avoir peur de vous tromper. Maintenant, après, il y a le track. Le track, tout le monde l'a. Même Barack Obama. Tout le monde l'a. C'est la gestion du track qui est différente. C'est la gestion du track qui est différente, en fait. Même là, j'ai du track, mais je le gère. Et donc, il y a plein de méthodes de respiration. Barack Obama, par exemple, avant de monter sur un podium, il fait une petite foulée. On se dit, mais c'est un style, mais en fait, il évacue. Chacun trouve un peu son truc. Exactement, chacun trouve un peu son truc. Donc, on va pas tout dire ici. Je vais inviter les gens à venir à Eloquentia pour venir découvrir comment ça se passe. Alors, si vous êtes au Bénin, vous pouvez vous inscrire à Eloquentia, qui est un club Toastmaster. Vous pouvez également, dans les autres pays, vous rapprocher de Toastmaster. Et bientôt sur la Rock Academy, vous aurez également la possibilité de suivre une formation. Donc, il y a des options partout. Le plus important, c'est de décider, de s'améliorer, de se dire, il est temps que je puisse construire une nouvelle identité ou en tout cas améliorer cet aspect-là de ma personnalité. Si, absolument. Et puis, il n'y a pas que le volet professionnel qui compte. Il y a des gens qui sont incapables aujourd'hui d'aller voir une fille pour la courtiser. Bien sûr. Et ils ratent ainsi l'amour de leur vie ou une belle occasion de conclure. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est dans nos échanges de tous les jours qu'il est important de se montrer sous son meilleur jour. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais il s'agit de pouvoir retranscrire avec des mots ce qu'il y a au fond de vous, que ce soit en affaires, en amitié, en amour, même lors d'une dispute. Exactement. Si vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui fâche les deux parties, au final, on parlera de problèmes de communication. C'est ça, ou d'incompatibilité d'humeur. C'est ça. Je me souviens d'un ami qui avait l'habitude d'apprendre par cœur plusieurs mots rares du dictionnaire. Et il essayait de les placer à tout prix dans des discussions. Le problème, c'est que c'était assez souvent maladroit, parfois un peu ridicule, parce qu'il voulait absolument placer des mots vraiment rares, mais vraiment très rares. J'en parle parce qu'il y a également une tendance chez certaines personnes à penser qu'être un bon orateur, c'est aligner des mots difficiles, improbables, qui sont peut-être plus utilisés depuis le Moyen-Âge. Bon, j'exagère peut-être un peu. Et je voudrais qu'on aborde ce sujet. Il ne s'agit pas uniquement de lexique, n'est-ce pas? Non, pas Alors, du tout. Quelles sont les qualités principales que l'on devrait retrouver chez un bon orateur? Alors, bien parler, c'est être éloquent. Oui. Et être éloquent, c'est tenir un discours qui convainc et qui séduit. Et donc, une fois qu'on a ces postulats-là, prendre la parole, c'est vouloir convaincre et séduire. Les qualités d'un bon orateur doivent respecter 3 principes principaux. Oui. Et donc, quand vous prenez la parole, vous devez respecter les 3 principes ci-après. Il y a d'abord l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, ça peut rappeler un peu l'éthique. Donc, vous devez être intègre, vous devez être crédible en fait dans ce que vous dites. D'accord. Donc, un bon orateur doit être crédible lorsqu'il prend la parole. Mais le pathos, c'est le volet émotionnel qu'on peut utiliser justement dans les disputes pour adoucir, pour faire baisser la pression. Tonalité de voix, le silence voulu, juste pour calmer la pression. Et ensuite, le logos, c'est la logique. Est-ce que ce que vous dites est structuré et logique? Une fois que vous réunissez ces 3 principes-là, forcément, vous allez être un bon orateur parce que vous allez être crédible. C'est l'éthos. C'est l'éthos, voilà, on va croire ce que vous dites. Il y a le pathos, vous y mettez l'émotion, vous séduisez, vous êtes convaincant. Et le logos, c'est la logique. Est-ce que ce que vous dites est structuré? Est-ce que c'est cohérent? Donc ça, c'est les habitudes, des principes de base. Mais après, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut travailler, comme le débit de votre voix, comme l'élocution et comme la tonalité même de la voix. Donc ce sont des choses qui se travaillent
et qui sont utilisés dans des types de conversations données. Quand vous êtes, par exemple, dans une dispute, on y revient, vous n'allez pas crier davantage pour augmenter la pression. Parce qu'au final, personne ne s'entend. Donc, il faut baisser le volume de la voix, jouer sur des mots, utiliser des mots qui ne sont pas accusateurs, mais des mots conciliants plutôt. Donc, il faut garder vraiment à l'esprit ethos, pathos, logos et après. PL. Voilà. Pourquoi pas, c'est un bon mot technique. Et ensuite, varier la voix, le débit, la tonalité, ce sont des choses qui se travaillent. Voilà. Donc, c'est un ensemble de principes. C'est un ensemble de et principes. ce sont des choses qui se travaillent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il n'y a pas de remède miracle pour rien, hein, de toute façon, dans la vie. Exactement. Il faut s'y mettre, c'est ça. Tout Il faut s'y mettre et pratiquer. Et pratiquer au jour le jour, s'entraîner tout le temps devant un miroir. Chaque occasion, en fait, est une occasion d'apprendre et de s'entraîner. Je me rappelle à l'époque où j'étais assistant d'un ministre du Bénin, oui. À chaque fois qu'il avait une rencontre ou un événement, ben, j'écrivais un discours que je gardais sous la main au cas où il prendrait la parole. Même si après il ne prendrait pas la parole, ben, j'avais ça sous la main et puis ça m'a permis de forger mon écriture. Donc il faut tout le temps être prêt à prendre la parole. Se jeter à l'eau, quitte à tomber, parfois se ridiculiser parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire, mais ça permet au moins de pratiquer, d'apprendre de ses erreurs. De ses erreurs, c'est exactement ça. J'ai personnellement déjà vu des entrepreneurs lors de concours de pitch, par exemple, parce que pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui aspirent à le devenir, c'est extrêmement important de savoir bien s'exprimer. J'ai vu donc des entrepreneurs qui avaient de très belles idées, passer complètement à côté d'un podium ou d'un prix ou d'une récompense parce qu'ils avaient du mal à exprimer justement cette idée. Et à l'inverse, j'ai vu des personnes avec des projets, franchement, sans grande consistance, convaincre parce qu'ils avaient l'art d'exprimer ou en tout cas d'exposer de façon plus intéressante, de donner de la valeur à leur projet. C'est valable également dans d'autres cas de figure au niveau professionnel. Lorsque vous allez à un entretien d'emploi, d'embauche, pardon, il y a des personnes qui ne savent pas se vendre. Absolument. Alors, est-ce que on peut parler du pouvoir de la parole? Est-ce que vous pensez que dans les relations, la chose la plus importante, c'est la parole? Absolument. Je suis très d'accord avec cette assertion parce que on dit souvent que celui qui sait parler n'est jamais pauvre. Donc, c'est-à-dire que celui qui sait parler n'est jamais pauvre. Donc, tant que vous arrivez à véhiculer une idée, à convaincre, on revient à savoir convaincre, ben, c'est clair que vous allez vous en sortir. Et je vais vous faire un aveu. Jusque-là, j'ai participé dans une de mes vies à 2 concours de pitching, justement. Okay. Le premier, c'était un concours organisé par Blue Zone Zongo, où j'ai fini 2e, vice-champion. Et l'autre, c'était Get in the Ring, où il fallait être dans un ring et pitcher, justement. Et j'ai fini vice-champion, mais je vous avoue que j'avais pas forcément le meilleur projet. Mais peut-être que j'avais la meilleure manière de présenter. Et donc, ça, c'est pour renchérir ce que vous dites. Effectivement, il faut savoir se vendre. Il y avait des personnes qui ont fini 5e, mais franchement, qui avaient des projets plus intéressants que le mien. À tout point de vue, mais qui ne savaient pas le vendre. Mais qui ne savaient pas le vendre. Donc, absolument, c'est nécessaire de pouvoir se vendre. Et pour pouvoir se vendre, il faut se connaître d'abord, connaître ses qualités et jouer, mettre l'accent sur ces qualités-là pour impacter votre auditoire. Parce qu'au finish, c'est vraiment avoir de l'impact sur son auditoire, toucher la corde sensible qui fait que vous allez plaire et qui va faire que les investisseurs, puisqu'on parle de pitching, les investisseurs vont dire « mais tiens, j'ai envie d'investir en celui-là ». C'est ça, d'en savoir un peu plus, de travailler avec cette personne. Vous devez accrocher les gens lorsque vous leur parlez. Absolument. Et vous n'aurez pas forcément la même puissance sur les 3 niveaux. Vous avez parlé donc de l'éthos, du pathos et du logos. Il peut arriver, je suppose, que certaines personnes soient beaucoup plus fortes sur l'un de ces 3 paliers. Absolument. Et c'est donc à vous d'apprendre à vous connaître pour savoir comment mettre en avant sur un de ces points-là. Moi, je mise beaucoup sur le pathos et aussi sur le logos. Je structure très bien mon discours pour qu'on sache que c'est un plan que je suis en train de développer. Et après, le pathos, c'est le sourire, votre manière de vous présenter qui joue beaucoup. Très important. Très important. C'est très important. Et vous parliez de concours. Je me souviens qu'il y avait, je crois, dans les années 96, il y avait le CBLAE
qui est donc le Centre béninois des langues étrangères. C'est ça. Je ne sais pas si ça existe toujours, qui organisait un concours d'art oratoire pour les élèves du CM2 auquel j'avais participé. J'avais fini l'intrigue de tête. D'ailleurs, j'aimais beaucoup parler déjà à l'époque. Et ce genre de concours permettait, en fait, ça créait une émulation positive. Absolument. Ça permettait aux enfants qui avaient un certain goût pour l'art oratoire d'aller pratiquer et d'affronter d'autres. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore ce genre d'opportunité, ni pour les enfants, ni pour les adultes. Heureusement, il y a des opportunités ou des alternatives telles que Toastmaster. Et j'aimerais que vous nous en parliez en quelques mots. Toastmaster, c'est quoi? Toastmaster, c'est une organisation internationale à but non lucratif dont l'objectif, en fait, est de renforcer les performances de tous les individus en matière de communication et de leadership. Donc, deux maîtres mots à retenir quand on parle de Toastmaster, c'est communication et leadership. Ce n'est pas que la communication, c'est imbriqué avec exactement, c'est imbriqué avec le leadership. Et donc, vous avez tout un programme éducatif qui est développé pour vous permettre d'améliorer vos compétences en matière de prise de parole en public. Et vous avez aussi des rôles que vous prenez parce que Toastmaster, au sein du club, il y a un bureau exécutif dans lequel vous prenez un rôle. Et moi, par exemple, je suis le vice-président en charge des adhésions, chargé de mettre en œuvre la politique d'adhésion, de recruter au maximum de personnes. Recruter de nouveaux membres. C'est vous qui allez draguer un peu les membres. Exactement, c'est exactement ça. Et pour la petite histoire, Toastmaster a été créé aux États-Unis en 1924. Et justement, il y a 2 jours, on a fêté nos 96 ans d'existence. Donc, c'est une organisation sérieuse. Barack Obama a fait Toastmaster, par exemple. Et le fondateur s'appelle Dr. Smedley. Dr. Smedley, fondateur donc de Toastmaster International en 1924. Très bien. Est-ce que vous avez une anecdote que vous pourriez partager avec nous qui illustre comment le maniement habile des mots peut ouvrir des portes? Une anecdote, peut-être... dans la vie professionnelle ou personnelle, peu importe. Dans la vie professionnelle, je me rappelle du premier emploi que j'ai eu. Et je venais d'avoir fraîchement mon BTS, mon brevet de technicien supérieur en marketing. Et ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment quand même. Et donc, j'étais tout jeune et j'étais en stage dans une banque de la place quand un commercial de la boîte m'a tendu l'appel d'offres. Il m'a dit, tiens, ça pourrait t'intéresser. J'ai dit, OK, ben, je vais participer. J'avais même pas encore mon diplôme et j'ai postulé et on m'a appelé. Et à l'entretien, mais la directrice commerciale était étonnée de voir, mais c'est vous parce que j'étais vraiment très jeune. Très jeune. Et donc, j'ai su manier les mots pour la convaincre. Elle m'a dit, mais vous n'avez même pas encore votre d'expérience, rien. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Exactement. Et là, j'ai fait quelque chose de très délicat. Je lui ai dit que j'ai fait tout de suite une analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace, de l'agence dans laquelle on était. Je lui ai dit que je serais celui qui va rajouter le dynamisme à son équipe commerciale pour faire tripler le chiffre d'affaires. Même là, vous le dites encore avec beaucoup de conviction. Alors que je suis sûr qu'à l'époque, vous n'aviez pas forcément de plan. C'est sûr, aucun plan. L'essentiel pour moi, c'était d'être recruté et de commencer. Donc la force de l'audace, comme vous dites. Et effectivement, j'ai été recruté et j'ai fait 7 années dans cette boîte-là. Et j'ai gravi les échelons année après année. Et puis voilà, donc c'est cette anecdote-là que j'ai envie de partager avec vous. Si j'avais été timoré ou timide sur l'entretien d'embauche, ben j'aurais sûrement pas été convaincant, j'aurais pas été recruté. Donc la force des mots, le pouvoir de la parole existe bel et bien. Bel et bien. J'ai l'habitude de dire que pour être convaincant, il faut être convaincu. Effectivement. Et vous l'avez dit aussi au travers de nos échanges, il faut être crédible. Il faut être crédible. Lorsque vous défendez un sujet, que vous défendez une thèse, que vous évoquez quoi que ce soit avec quelqu'un, il faut que ça paraisse sincère et vrai. Exactement. Pas surjoué. Pas surjoué, pas du tout. Pas surjoué. Et nous parlons justement d'émotions, ne pas surjouer, mais pouvoir transmettre de l'émotion. Il y a, pour les bons orateurs, tout ce qui est verbal, donc qu'on peut entendre. Mais il y a une grande part d'aspects qui ne sont pas de ce domaine-là, ce qu'on appelle le non-verbal, la communication non-verbale. Oui. C'est comme le bruit et les silences, c'est comme les caractères d'imprimerie noirs sur des pages d'un livre qui sont blanches. Sans l'un, on n'a pas l'autre. Alors, quelle est l'importance de la communication non-verbale lorsque on s'adresse aux gens, son importance et comment est-ce qu'on peut apprendre à la maîtriser, cette dimension-là? La communication non-verbale
est très, très, très importante en matière de communication. Dès qu'on vous voit, on doit avoir déjà à peu près une idée de qui vous êtes. Comment? Moi, par exemple, j'ai l'habitude d'être dans des comités de recrutement parfois. Et donc, quand on m'amène un conducteur, rien que par sa façon de tenir le volant, je peux vous dire s'il sait conduire ou pas. Donc, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Il y a une part de psychologie. Il y a une grande part de psychologie. Donc, déjà, on nous apprend dans le code de la route qu'il faut faire, je crois, à midi ou 9 heures. C'est ça. Mais après, il y a la manière dont je ne sais pas comment l'exprimer. Est-ce que la personne va agripper le volant avec beaucoup de force, légèreté? Exactement. Donc, tout ça vous donne une idée de sa maîtrise du volant, par exemple. Et donc, quand quelqu'un est debout, est-ce qu'il est bien ancré au sol? Ce sont des choses qui s'apprennent. Et je parlais tout à l'heure de la règle des 4x20. Dans les 4 paliers, il y a ce qu'on appelle les 20 premiers gestes que vous allez faire qui sont déterminants aussi dans la suite de votre discours. Et donc, par exemple, quand je fais ceci, on appelle ça les mains en pyramide, ça vous fait passer pour un expert. Quand on fait ça, on dit il maîtrise vraiment son domaine. On retrouve souvent ça. Après, quand vous faites ceci, c'est que vous parlez avec sincérité, un peu comme si vous aviez la main sur le cœur. Ça crée une certaine symbiose avec votre public. Ils se disent, de la proximité, se disent, il est vraiment sincère. Alors, quand vous faites ceci, c'est que vous voulez calmer la pression. Et l'autre astuce, c'est qu'il faut s'imaginer avoir une boîte devant soi. Quand vous parlez, que vous ne débordez pas de la boîte, quand vous faites des gestes trop larges, vous paraissez pas sûr de vous et pas convaincant. Mais quand vous restez dans une boîte, comme ça, carrée devant votre torse, vous êtes un peu plus écouté. Il y a aussi une autre astuce qui consiste à faire semblant d'avoir une balle de basket entre les mains. Donc, on fait comme ça. Quand je fais ceci, ça indique déjà, tout à l'heure, je parlais de Toastmaster et je disais communication et leadership. Vous voyez tout de suite dans l'image des gens, ils s'attendent, ils vont garder deux aspects. Deux aspects qui vont l'un avec l'autre. Avec l'autre. Donc, la communication verbale, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle les micro-expressions. Non verbales, vous voulez dire. Non verbales, plutôt. Il y a ce qu'on appelle les micro-expressions. Et dans la règle des 4x20, toujours, il y a ce qu'on appelle les 20 premiers centimètres carrés du visage. Donc, est-ce que vous souriez? Est-ce que vous fermez les yeux quand vous parlez? Est-ce que le regard est fuyant? Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut contrôler lorsqu'on est en face d'un public. Parce que ce que vous envoyez, ce que votre langage corporel renvoie peut trahir votre pensée. Exactement. Vous pouvez être avachi comme ça et dire quelque chose d'intéressant, mais on vous suivra pas. On vous suivra pas parce que c'est pas crédible. Exactement, c'est pas crédible. Donc, c'est très important en matière de communication d'avoir un langage non verbal qui est en harmonie avec votre discours. Très, très, très important. C'est très intéressant, surtout, de découvrir ces différentes techniques-là. Bien évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Non. Le but, c'est d'expliquer qu'il y a des méthodes. Des méthodes, exactement. Et aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez en face de personnes qui connaissent et qui savent analyser cela. Absolument. Que vous soyez en face d'un recruteur, par exemple. Exactement. Qui, généralement, ce sont des gens qui, aujourd'hui, ont ces connaissances-là et vont au-delà de la compétence technique pour faire un choix de candidat. Vous en avez parlé. Ou que vous soyez en face d'un investisseur, encore une fois. Les investisseurs, aujourd'hui, ce sont des personnes qui se documentent beaucoup. Et qui travaillent à développer le côté psychologique, justement, pour avoir un autre angle d'attaque. Parce que des projets qui sont intéressants, il y en a plein. Des gens qui peuvent bien vendre leurs projets, il y en a pas mal. Maintenant, est-ce que la personne est en harmonie avec ce qu'elle dit? Ou alors, est-ce que c'est complètement surjoué? Donc, vous gagneriez à développer véritablement ces aptitudes-là pour devenir un bon orateur, un très très bon orateur. Les mots, c'est ce qui charme l'oreille, bien sûr. Mais dans le cas des rencontres physiques ou même digitales aujourd'hui, les yeux ont également besoin d'être saisis. Et de nombreux spécialistes affirment que le parti pris vestimentaire est tout aussi important. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que vous pensez que la façon dont on s'habille doit être en accord avec la personnalité? Je ne demande pas, est-ce qu'il faut bien s'habiller? Pour ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Il faut être propre sur soi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez que ça joue un rôle véritable? On a parlé de la communication non verbale. Là, je suis en train de m'appesantir sur l'aspect vestimentaire. Quel est votre avis? Je suis entièrement d'accord parce que la manière dont vous vous habillez parle de votre identité.
Et donc, c'est très important de renvoyer une identité qui est en accord avec votre propre être. C'est pas pour rien que dans la société, on a des dress codes qui varient d'une entreprise à une autre. C'est vrai, selon les catégories socio-professionnelles surtout. Exactement. Et donc, quand vous allez dans une banque, c'est le costume. C'est le costume C'est pour qui rassure. Qui rassure. On se dit, bon, tiens, c'est un col blanc, c'est sérieux, c'est solennel et tout ça. Et du lundi au vendredi, ils sont en costume. Ouais, voilà, c'est ça. donc ça a tendance un peu à varier de nos jours pour aller un peu vers ce qui est traditionnel. Les vendredis, certains jours. C'est Relax Day. C'est ça. Même à la Banque mondiale, mais même pour petite anecdote, à la Banque mondiale, Relax Day du vendredi, c'est juste qu'on laisse tomber la cravate, mais le costume est toujours là. Ça fait partie de l'institution. Exactement, Ouais. ça fait partie de l'institution parce que c'est important de rassurer son interlocuteur. Et donc, je suis entièrement d'accord avec vous. On ne dit pas d'être tiré à 98 épingles, mais juste d'être propre sur soi et de renvoyer une image qui est en accord avec ce que vous dites. Exactement. Par exemple, si vous venez présenter un projet et que vous êtes dans un jean qui descend jusqu'au ras de votre postérieur, vous n'allez pas être crédible du tout. Oui, On va se c'est dire, pas- mais c'est non, pas sûr. c'est pas En tout cas, pas sous nos cieux. pas sous nos cieux. Pas en Afrique, il faut se le dire, ça c'est clair. Peut-être ailleurs, Peut-être on ailleurs. vous jugera peut-être sans ça. C'est ça, mais quand même, il y a des normes à respecter. Il faut être C'est ça. correct, bien propre sur soi. C'est très important, le style vestimentaire, pour être cohérent avec votre personnalité. Voilà. Ma dernière question est la suivante. Quelqu'un qui décide de prendre le problème à bras-le-corps et de travailler pour devenir un bon orateur, combien de temps lui faudrait-il? Je sais, vous allez me dire, c'est variable, il n'y a pas de règle, ça dépend de X et de Y. Mais j'aimerais bien qu'on puisse situer un peu les choses, pas pour donner de l'espoir ou de faux espoirs aux gens, mais pour qu'on puisse apprécier le temps et le volume de travail. Quelqu'un qui s'implique véritablement, combien de temps il lui faut? Il y a des gens qui en souffrent vraiment et qui le disent. On reçoit des messages, par exemple, sur les pages de la Rock Academy, des messages de personnes qui me disent quand est-ce que vous allez mettre en place une formation sur ce thème, vous en aviez parlé brièvement, c'est important, j'ai loupé encore une opportunité la semaine dernière. Je sais que c'est mon point faible, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir. C'est une question, c'est une colle. Hein. C'est une vraie colle. C'est une vraie colle. Parce que comme vous l'avez dit, ça varie d'un individu à un autre et nous n'avons pas les mêmes aptitudes. Nous n'avons pas l'indice d'enseignabilité, c'est-à-dire à recevoir les enseignements et à les mettre en pratique. Mais il y a des statistiques qui disent que quand vous faites 10 000 heures dans un domaine, Vous devenez expert. vous devenez un expert. D'autres disent que vous pouvez faire 5 000 heures. Mais il y a aussi des statistiques qui disent qu'en 3 mois, quand vous vous donnez vraiment corps et âme à une activité, vous pouvez la maîtriser totalement. On n'a pas besoin d'être expert tout de suite, mais au moins maîtriser les contours au moins maîtriser et les contours. sentir le changement. Exactement, sentir le changement. Donc, au bout de 3 mois, normalement, vous devez déjà pouvoir sentir le changement. Mais encore, je le répète, c'est personnel. Il y a des gens qui, en 2 semaines, sentent le déclic et changent radicalement. Parce que c'est souvent une affaire de trac et de timidité. Quand on saute le verrou, Donc, quand on saute le verrou, ouais. après, on va très vite. Après, c'est savoir moduler sa voix, changer son thème vocal ou améliorer son débit. Il y a tellement d'exercices, c'est très large, c'est vraiment profond cette affaire d'art oratoire. Mais c'est passionnant aussi et tant qu'on veut s'améliorer, tant qu'on a la volonté, on peut y arriver. Il ne tient qu'à vous de prendre le taureau par les cornes pour opérer le changement. Il ne tient qu'à vous de décider de devenir un bon orateur, soit en intégrant un club Toastmaster, par exemple, oui. ou en suivant une formation dans un institut ou dans un autre. Savoir s'exprimer est une force. Développer cette compétence vous ouvrira assurément de nombreuses portes. C'est donc tout logiquement que vous retrouverez très bientôt sur notre plateforme une formation qui vous permettra de devenir un bon orateur. Je vous invite à nous rejoindre sur www.academyrock.com. Vous pouvez créer un compte gratuit sur notre plateforme et ainsi ne rien manquer de notre actualité et des opportunités que nous vous offrirons. Monsieur Akerebou, merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Mais c'était un grand plaisir et j'encourage vivement tout le monde à suivre cette belle émission, ce beau talk qui promet. Merci beaucoup et vous êtes désormais ambassadeur de la Rock Academy. Quel honneur! Et à ce titre, j'ai le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de notre partenaire Woodin. Vous pourrez Merci. donc en profiter dans une des boutiques de Woodin à Cotonou. Merci. Et je vous offre également ceci. Ça, c'est la casquette Rock. Ah mais je vais la porter en même temps. Hop, et voilà. En attendant qu'on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, prenez soin de vous
de votre corps et de votre mental. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.